j'aimerais qu'on revienne, parce que vous l'avez fait tous un petit peu en filigrane dans vos communications. J'aimerais juste qu'on revienne, même brièvement, sur la question du fameux réalisme. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'époque de Game of Thrones, je dis ça comme si c'était il y a 45 ans, le réalisme, et je mets d'énormes guillemets avec mes doigts, le réalisme de la série avait été largement loué et mis en avant par l'équipe de production, notamment, en particulier pour ce qui est de ce fameux réalisme historique. Et à l'époque aussi, nombre d'historiennes et d'historiens avaient bien montré à quel point c'était un argument à nuancer, pour, pour dire le moindre. Et j'aimerais avoir votre avis sur ce qu'il en est de House of the Dragon dans alors, sa représentation et surtout dans sa production. C'est-à-dire, est-ce que ça a été un argument valorisé cette fois par les créateurs et par HBO ou pas? Et qu'est-ce que justement cette utilisation ou non de l'argument de réalisme historique traduit du rapport que la série House of the Dragon entretient à l'histoire par rapport à la série d'origine? Je sais pas si vous avez des avis sur la question. Alors moi, j'ai un avis à deux couches. Euh, D'une part, oui, moi, dans ce que j'ai lu concernant, parce que j'ai surtout lu sur du coup les questions du corps et du vêtement, c'est quelque chose qui revient, enfin, c'est un leitmotiv qui revient. On a voulu montrer comment c'était à l'époque médiévale. Et toujours d'ailleurs tourné vers le Moyen Âge. Donc c'est cette image du Moyen Âge qu'on essaye de redessiner à l'écran avec les torsions que Florian a montrées. Et par contre, nous, en termes de réalisme, que ce soit du coup pour Game of Thrones ou House of the Dragon, ce qui nous avait intéressé, c'est pas un réalisme historique, c'est un haut degré de crédibilité visuelle. C'est-à-dire que le soin apporté à la définition de la culture matérielle, donc que ce soit les objets, les vêtements, les armes, etc., apportait un fond crédible qui, à l'écran, permettait aux spectateurs de rentrer dedans sans avoir un petit arrêt en se disant oh là là, ça colle pas, il y a un truc qui me chiffonne l'œil et je décroche. Et d'avoir cette impression vraiment d'être emmené dans un univers. Et peut-être que là, pour ma part, Nicolas pourra lui dire ce qu'il en pense, sur les costumes, j'ai eu au départ un peu de mal à retrouver cette crédibilité ou ce travail de réalisme fictionnel qui avait été fait dans Game of Thrones. Et pour les armures, je pense que tu Bah as eu oui, le pour les même. armures, c'est un Voilà. petit peu le même choc, hein. D'ailleurs, dans les questions, il y avait des gens qui disaient pour les joutes, protection trop peu, enfin trop peu fiable. Et ça renvoie en fait au costume. En général, il y a un espèce de, quelque chose qu'on pourrait analyser comme une espèce de manque de cohérence ou de manque de travail. C'est surtout que Michel Clapton nous a habitués à un travail de fond énorme et une cohérence, quelque chose de. Je pense elle a été une coordinatrice organique dans tout cet univers. Donc forcément, faire aussi bien derrière, je pense qu'ils sont parvenus à faire quelque chose de très bien, mais c'est simplement moins puissant. Parce que ça, ben voilà, c'est très dur de réinventer ça derrière. On le voit même pour, je dérape un petit peu, je fais une sortie de route, mais pour les Anneaux de pouvoir, réinventer l'univers après la trilogie, c'est exactement le même challenge. Il faut que les gens retrouvent la même qualité, la même force, tout en trouvant quelque chose d'innovant. Tout à fait. C'est très complexe. Mm. Voilà, c'était. Donc, bon, moi, je suis pas déçu, Non, non, non. mais ça fait partie effectivement de la continuité d'un certain réalisme, à la fois dans les pratiques et dans les costumes et dans les Mm. accessoires. Il y a des innovations, il y a des retours en arrière un petit peu, mais bon, c'est.
Et je dirais que ça s'est agréablement mis en place, enfin pour ce qui nous concerne, ça s'est agréablement mis en place au fil des épisodes et au final on s'y est retrouvé de ce côté-là. Après, en fait, il y a énormément de choses. En questionnant, nous, les artisans impliqués, on se rend compte qu'il y a des choses qui trouvent leur naissance dans des simplifications de procédés ou des sous-traitants qui ont fabriqué des parties sans être coordonnés parfaitement sur le design et qui ont fait des choix un peu malheureux. Par exemple, les barbutes de la garde royale, elles renvoient plutôt à une tête, au casque de Magneto de Marvel que d'un truc ancien. C'est un peu trop designé. Et donc, ça casse un peu une esthétique qui serait censée aller avec les sculptures de cet univers-là. Il y a une espèce d'homogénéité qui n'est pas là. Et ça, même quand on n'est pas spécialiste des armures, on le ressent. Tout simplement parce que c'est une référence à quelque chose d'autre, d'un peu trop. Et ça vient d'un choix, parfois d'un designer qui fait une simplification de procédé et qui copie une pièce existante qu'il a sous la main, par exemple une copie du casque de Marvel qui va mouler pour arriver à faire une barbute plus facilement. Et après, il va répéter son geste avec des copies de résine qu'il va fournir pour la série et le design va transparaître à travers ça. Là, je n'ai pas de réponse. Je suis en train d'essayer de questionner un petit peu les chaînes de production, pas la production en elle-même, mais justement les petites mains qu'il y a derrière pour comprendre un peu comment ça s'est passé. Mais très souvent, ça trouve des explications de ce genre. Par exemple, là, je suis désolé, je fais juste une toute petite précision. La taille des cuirasses est trop grosse par rapport à la garde royale de la première série. Les cuirasses sont bien, elles arrivent à la taille médiévale ou à la taille de la Renaissance. Elles sont resserrées en bas du corps, alors que là, c'est des espèces de tonneaux pour que ça aille à tout le monde. Et ben ça vient d'un procédé de simplification pour que on ne doive pas faire des tailles de plusieurs figurants. On fait une seule taille. L'ennui, c'est qu'à l'écran, on retrouve ça dans des séries Star Wars aussi. Et ben, on trouve des choses qui vont pas à tout le monde. Et ça se voit. Et nous, en tant que spectateurs, on perçoit ça à l'écran. C'est malheureux, mais ça vient des budgets et des simplifications de procédés. Alors, Aurélie et Florian, sur cette question sur l'Antiquité, il n'y a rien qui est réaliste. Enfin, c'est notamment tout cet imaginaire qui est ultra courant sur les combats de gladiateurs. Et c'est même au-delà de ça, c'est-à-dire que les réalisateurs, enfin, même en particulier Ryan Condal, qui a pas mal pris la parole là-dessus, revendique justement déjà d'aller chercher des imaginaires ailleurs que simplement dans le Moyen-Âge. Je trouve que c'est plus visible que à l'époque de Game of Thrones où il parlait médiéval. Là, on voit que oui, on a pris du romain, etc. Et Ryan Condal dit aussi que ce qu'ils ont pris, alors c'est effectivement le combat de gladiateurs que je pense tout le monde sursanglantise. Mais il dit aussi en même temps que on a voulu aussi se rapprocher de la façon dont ça avait été filmé et dont c'est revenu jusqu'à nous. Donc, pas vraiment de réalisme, au contraire. Enfin, au contraire, ils sont allés chercher des éléments qui, précisément, convoquent un imaginaire qui est déjà là. Donc, pas forcément quelque chose de réaliste. Après, je trouve que le discours sur le prétendu réalisme est un peu moins présent. Alors, effectivement, on a eu des prises de parole par rapport au corps, notamment, c'est souvent des questions par rapport à la sexualité et souvent des questions qui sont potentiellement sujets à critique et surtout à scandale. Je pense alors là, il s'appuie, comme d'habitude, sur ça se passait comme ça à l'époque, donc c'est pas nous, c'est les autres. On retrouve un petit peu ça. Après, ça fait beaucoup moins de bruit. Alors peut-être que aussi au niveau des médias, c'est beaucoup moins repris dans les. Alors peut-être que la voix des historiens est plus entendue. Par exemple, sur le forum de la garde de nuit, il y a eu beaucoup moins. Alors j'étais pas trop là, j'avoue, en 2011, mais il y a eu. Tout de suite, les gens se sont dit oui, ça c'est un imaginaire qui est machin, ça c'est plutôt emprunté au livre, ça vient de tel roman, etc. Donc peut-être un discours qui est pas absent, qui est clairement pas absent et qui est toujours là, mais qui peut-être se modifie un peu en incluant d'autres périodes et en montrant que on fait une fiction. Voilà.
Oui, moi j'aurais dit effectivement, Aurélie, tu l'as dit, moi je pense qu'il faudrait aller regarder un peu du côté des médias. Effectivement, en fait, cet argument du réalisme, c'est un argument commercial, c'est un argument très opportuniste qui a été inventé par les showrunners pour mettre un espèce de saut sur la série, exactement comme quand vous achetez, je sais pas, du camembert ou de la bière et ça va être écrit depuis 1883, camembert authentique, recette médiévale par les moines de l'abbaye de Saint-Trifouillin. Et en fait, là, c'était pareil, c'était pour dire, nous, on fait du vrai Moyen-Âge, regardez la série, et les médias ont beaucoup repris ça. Au moment de Game of Thrones, à chaque nouvelle saison, les médias, ils titraient la série réaliste, la série plus réaliste que le roi, enfin un vrai Moyen-Âge, etc. Là, j'ai l'impression que cet élément de langage, il a moins pris au moment d'House of the Dragons. En tout cas, moi et Justine, je pense que c'est un peu pareil, on a été moins contactés et sollicités par des médias, alors que dans les 2 à 3 dernières saisons de Game of Thrones, on l'était à chaque fois. À chaque fois, tous les médias, ils nous appelaient ou ils nous faisaient un message en disant, et la question c'était ça, c'était alors, c'est une série réaliste? Et en fait, ils voulaient un oui. Et là, du coup, pas du tout. L'idée qui a fait un micro-article, mais en mode que nous dit la série du Moyen-Âge et pas la série nous présente un vrai Moyen-Âge. Donc j'ai l'impression que c'était les médias, c'est pas tout à fait la même réception. Après, là-dessus, alors, nous, on l'a vu aussi, on a été beaucoup, beaucoup moins contactés. Mais pourquoi? Parce que, en fait, beaucoup se sont tournés vers l'autre série du moment sur Seigneur des Anneaux. Et quand on regarde beaucoup des magazines, c'est beaucoup Seigneur des Anneaux, Seigneur des Anneaux, Seigneur des Anneaux. Donc, peut-être que là, il faudrait peut-être aller voir du côté... et alors, du côté des spécialistes de Tolkien. Alors, avec en plus cette idée de... on a rarement associé Tolkien à un réalisme médiéval, alors que c'est vrai que Game of Thrones l'a beaucoup plus été. Donc, oui, effectivement, mais la question de la reprise sur les médias est intéressante. Alors que, effectivement, lorsqu'on a été sollicité sur cette série, enfin, en tout cas, moi, pas mal, ça a été sur la question de la représentation des femmes. Et généralement, en mettant en parallèle, justement, House of the Dragon et The Rings of Power, j'en profite pour rappeler que notre prochaine session du séminaire de médiévalisme en série sera consacrée au Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, le 14 janvier prochain, un samedi après-midi cette fois. Mais effectivement, hein, c'est des questions qui sont qui traduisent aussi l'évolution des perspectives, l'évolution de ce qu'on attend des séries. Et là, il y avait d'autres problématiques qui étaient peut-être davantage mises en avant. Effectivement, donc c'est voilà, cette question, sachant que alors, je vais poser une question qui m'intéresse moi personnellement vis-à-vis de mes axes de recherche, et parce qu'on en a parlé en filigrane, mais notamment par justement cet imaginaire qu'on associe au Moyen-Âge, c'est la question, et qu'on lie à la question du réalisme, c'est la question de la violence. La violence parce que la question du traitement de la violence a souvent été présentée justement comme un des arguments de ce supposé réalisme, et Aurélie le rappelait, on veut justifier des violences sexuelles ou des violences faites aux femmes notamment, on va dire bah oui mais c'était comme ça à l'époque. Bon, on sait que encore une fois c'est plus compliqué que ça, et que malheureusement c'est des problématiques qui ne sont pas étrangères non plus à notre époque contemporaine, ce qui est très dommage. Mais voilà, ma question c'est, est-ce que selon vous on a des éléments dans House of the Dragon qui renverraient à une violence qui serait spécifiquement un type de violence antique ou médiévale ou moderne, ou est-ce qu'on est vraiment dans les imaginaires qu'on colle à ces époques? Question ouverte, il n'y a pas forcément moi je dirais plutôt imaginaire. Après, comment dire, j'ai trouvé que House of the Dragon était une série qui fait pas tout bien. Il y a plein d'éléments, notamment je trouve qu'il y a un peu une tendance à associer femmes, épée et hommes et violence, que bon, avec des nuances, mais j'ai trouvé un petit peu dommage et pas forcément très subtil. Mais je trouve que c'est une série qui est beaucoup plus consciente du traitement des femmes que ne l'était Game of Thrones, et qui ne se cache pas en fait de faire des appels aux spectateurs contemporains. Il y a des discours, mais qui sont totalement issus du post-MeToo, notamment la scène de viol, qui n'est pas montrée, qui est traitée en fait, où le premier réflexe de Alicent dit je te crois, qui là clairement c'est contemporain, et je pense que la série s'en cache pas du tout. Donc ouais, je dirais plus imaginaire, et de manière générale j'ai l'impression qu'ils veulent plus de toute façon
qu'ils le veulent ou non, ça parle du contemporain, mais ils en ont peut-être un peu plus conscience, et quand ils parlent, par exemple, de ce que fait le patriarcat aux femmes, j'ai perdu ce que je voulais dire. Voilà. Oui, mais C'est on l'a l'influence du déjà patriarcat. pas mal dit. S'il y a une violence quand même spécifique, c'est la violence de l'accouchement, quoi. La violence Oui, de le fait que, voilà, même si c'est des chiffres moins élevés que ce qu'on pensait, entre 5 et 10% des femmes qui mouraient dans la grossesse, ça c'est reste énorme. énorme. Mm. C'est-à-dire que vraiment, les femmes ayant en moyenne à l'époque entre 3 et 6 enfants, ça veut Voilà. dire qu'elles ont en fait quasiment beaucoup de chances de mourir en couche, quoi. Et là, pour le coup, la série le montre bien. Et Aurélie, tu dis que c'était pareil dans Dominage, tout à fait d'accord. Moi, j'ai pensé à Domina tout du long, en disant qu'il y Ah aurait ouais, vraiment un article à faire ouais, sur cette nouvelle représentation-là clairement. de l'accouchement. Et là, pour le coup, il y a une violence qu'on pourrait dire spécifiquement pré-moderne, puisqu'elle a quasiment totalement disparu de nos sociétés, dans laquelle la mort en couche représente une anomalie médicale Ça. hyper rare. Enfin, j'ai pas les chiffres en tête, il faudrait regarder, mais on doit être à rien vraiment en statistique. Non, non, et c'est clair. Et d'ailleurs, durant la période moderne, donc 17e, 18e, la grossesse de la femme est considérée comme une maladie, hein. Elle est considérée comme quelque chose de pénible à vivre, de toute façon de risqué, etc. Et c'est vrai que du coup, cette levée de bouclier qui a eu suite donc, à cet épisode de la césarienne, donc, qui dans son traitement visuel, de toute façon, est très violent, on est d'accord, et c'est pour faire du buzz, de toute façon, c'est pour jouer sur cette fascination qu'on a, parce qu'en fait, tout le monde dit, oh, la violence, c'est pas bien, mais on est tous, il y a une fascination globale, une fascination générale pour la représentation de la violence dans la fiction, dans les jeux vidéo, etc. Et en fait, quand, voilà, c'est ce que je disais, c'est que serait-il arrivé de toute façon si, voilà, s'il n'y avait pas eu cette tentative de césarienne, toute cruelle et violente qu'elle soit dans sa façon d'être montrée à l'écran, de toute façon, ce n'était pas quelque chose de glamour. Donc voilà, c'est des choix dans la manière de montrer la violence, mais cette situation, de toute façon, dans son aspect physiologique, physique, etc., est violente. Voilà. J'ai regardé les chiffres pour les avoir en tête. Il y a à peu près 100 femmes qui meurent en couche chaque année en France pour 700 000 naissances par an, ce qui fait 1 sur 70 000, enfin, ce qui doit être très, très, très peu vraiment. Et peu, ouais. Comparé à 5% au Moyen-Âge, on doit être. Non, ouais. Alors, si je peux juste rebondir sur la violence guerrière, Oui. pour juste en dire un tout petit mot, parce que c'est un des imaginaires du corps forcément qui est convoqué. Bien sûr, c'est réaliste et à la fois irréaliste parce que ça renvoie à des mentalités, par exemple la cruauté de Daemon en tournoi. Normalement, c'est censé ne pas se passer dans un espace un peu courtois où les faits dans les joutes, les mauvais comportements sont pas acceptés. Mais de temps à autre, dans des pas d'armes ou dans des relations de tournoi, il y a des mauvais comportements qui se font et qui emportent l'adhésion du public, de chroniqueurs ou de gens qui font pas l'apologie, mais qui disent qu'il a montré une espèce de figure guerrière admirable. Enfin. Donc, il y a une espèce de double discours là-dessus, où d'un côté, on va réprimer les mauvais comportements, mais d'un autre, on va estimer que c'est quand même la montre d'une colère juste du guerrier qui est une force. Et donc, il y a des princes comme Charles le Téméraire ou d'autres princes en joute qui sont un peu poussifs. On estime qu'ils sont un peu trop violents et c'est à la fois un peu critiqué, mais tout en disant que c'est là la jeunesse et que c'est une force. Alors qu'ils ont rompu des bras et défait des têtes, ils n'ont pas tué, hein, parce qu'en joute, il y a très peu de morts à la fin du Moyen Âge, parce que simplement, on ne veut pas que les gens décèdent et défassent toutes les alliances, hein, alors qu'au début de l'histoire de la joute, il y a beaucoup de morts.
Et en guerre, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'attentats et de violences dans des courts instants du Moyen-Âge, comme par exemple les luttes entre Armagnac et Bourguignon, enfin entre Dauphinois et Bourguignon, pour reprendre les préférences de M. Schnerb, qui a raison pour tout un tas de raisons. Mais en tout cas, le fait que les attentats soient omniprésents dans la peur des partis et des maisons, c'est réel dans des temps très courts. Parce qu'il y a des velléités de tuer des fils d'une maison pour couper la tête de la maison ennemie. Mais par contre, c'est très court peut-être, et c'est très, ça ne va concerner que 2 grandes maisons pour tout l'Occident médiéval pendant quelques années. Mais ça va fasciner dès l'époque, et il va y avoir des œuvres littéraires qui vont en faire la démonstration. Et donc, c'est la continuité de ça, finalement. L'exception va être réaliste, elle, mais va être mise en avant, peut-être au détriment d'une espèce de tranquillité relative des autres maisons, mais c'est comme ça. Bah, c'est pareil pour les combats de gladiateurs, alors qui étaient plus meurtriers que ce qu'étaient les joutes, hein, clairement, mais dont on a retenu particulièrement l'aspect on se massacre joyeusement à coups de fourche dans le crâne. Hein, alors qu'en plus, les combats gladiatoriaux, ils ont évolué, hein, c'est pas sur 10 ans, oui. hein, c'est sur plusieurs siècles. Et on avait des esclaves, mais pas que. Hein. Sur la fin, c'était plutôt des gens sous contrat, avec qui avaient intérêt à justement vivre. Hein, mais voilà, c'est tout cet imaginaire de violence qui est convoqué. Ouais, je trouve que la gestion de la violence n'est pas toujours top. Alors, pas forcément tant de la violence que des conséquences, comme vous disiez tout à l'heure dans cette série, qui est pas... Alors, je comprends l'idée derrière, qui est de montrer justement le roi qui perd totalement la prise, le contrôle de son règne, et qui laisse tout ça aller en décadence. Mais parfois, les aspects symboliques, en fait, vont gêner l'immersion. Et ça a sorti beaucoup de gens de la série, notamment, ça a été notamment la mort de Geoffrey Lombec dans l'épisode 5, hein, tué par Kristen Cole, dont on n'a absolument aucune conséquence. Et c'est même pas parlé derrière, parce qu'il y a un saut de 10 ans qui alors, escamote totalement la gestion de cet événement. Ça fait quand même des traumatismes, même chez les gens qui ne connaissent rien. Et il y a une absence de commentaires. Tu as tout à fait raison. Oui. Donc, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu à la fois une volonté d'évaluation, mais de surenchérir sur ce point-là particulièrement. Même sur le graphique, alors, j'ai pas revu toutes les saisons de Game of Thrones, mais j'ai l'impression qu'il y avait moins d'aspects gore à ce point, notamment la mort de Vaemond Velaryon, dont on voit le gros plan sur la langue qui est coupée. Ah mon Dieu. Je sais, il me semble pas qu'on ait eu cette scène à ce point ultra violente. Alors, on avait une noce pourpre avec la femme de Robb Stark dont on avait le ventre poignardé, qui était bien atroce. La là, tête. on en a quand même. Et la mort d'Oberyn. Mais je trouve que là, on en a plus en une saison que c'est Game of Thrones. C'est ça, dans Game of Thrones, c'était réparti sur 8 saisons, de façon, avec des scènes extrêmement marquantes. Mais c'est vrai que là, on a des éléments très, avec cette violence explicite dès le début. Après, ça, c'est aussi une réflexion de la politique des séries HBO, qui ont tendance généralement à présenter de la violence très graphique et de la nudité dans les premières saisons, et à, on va dire, entre guillemets, se calmer par la suite, ou en tout cas atténuer ces représentations. Ça a été aussi bien étudié par Benjamin Campion, hein, qui a fait un ouvrage sur HBO et le porno, où il montre bien que c'est une tradition, en fait, dans les séries de la chaîne. Donc, c'est peut-être aussi quelque chose qui va s'atténuer petit à petit au fil des saisons. Et c'est tout le problème de faire une discussion quand on a une seule saison. Mais voilà, au moins, on commence à poser des jalons pour la suite. Je voulais rebondir sur ce que, Aurélie, tu disais sur cet aspect symbolique de plein de choses, parce que j'y avais vaguement pensé en regardant la saison, et ça m'a vraiment marqué en vous écoutant, parce qu'on est sur une série
qui a beau être, pour l'instant, on a une seule saison, on a quand même une étendue temporelle assez importante avec ces fameux sauts dans le temps, alors très marqués en milieu de saison, puisqu'on a un changement d'une partie de la distribution et avec ensuite des sauts un peu plus courts, mais qui marquent quand même également la naissance des enfants, les enfants qui grandissent, etc., pour avoir cette deuxième génération qui va, voire troisième génération, en fait, qui va déjà intervenir. Et je voulais avoir votre avis sur cette question de gestion du temps, parce que, comme vous l'avez dit dans vos communications, et notamment Florian l'avait rappelé, on a malgré tout une représentation très stable, voire figée. C'est-à-dire que les tenues, les modes ont l'air de très peu évoluer, que ce soit entre House of the Dragon et Game of Thrones, ou même au sein de House of the Dragon, alors que si on a 20 ans qui se passent, voilà, hein, regardez comment étaient habillés les gens il y a 20 ans, malgré tout, les choses changent. Regardez l'évolution des coupes de cheveux. Donc voilà, c'est une question aussi parce que j'ai l'impression que on n'a pas ce passage du temps représenté dans la matérialité, mais que par contre, le passage du temps est extrêmement symbolique en faisant appel justement à ces imaginaires qui vont permettre de construire des oppositions entre les personnages, entre Viserys et Daemon, par exemple, un qui va être dans un exercice du pouvoir peut-être plus perçu comme plus daté, plus en tout cas lié à l'Antiquité, il y a une forme alors de justice ou pas, hein, d'ailleurs ça c'est une autre question, tandis qu'on va avoir à l'inverse Daemon et sa notion expéditive de la justice dès le début, et même principe, hein, Soline l'a bien rappelé dans les costumes, j'étais frappée des costumes, entre le costume de Alicent, que Aurélie a montré, un rappel les matrones dans une esthétique qu'on a dans les films ou les séries sur l'Antiquité, et à l'inverse, Rhaenyra, qui a cette représentation inspirée de l'Antiquité et de la mode troubadour. Donc, c'est-à-dire qu'on a dans les costumes des personnages une opposition temporelle liée à cette symbolique des différentes époques. Donc voilà, j'aimerais un peu si vous avez un avis sur ça, puisqu'on ne sent pas le passage du temps dans la matérialité, en tout cas pas vraiment, mais par contre, on l'utilise pour construire des oppositions entre les personnages. En effet, concernant la mode, je te rejoins complètement. Il n'y a pas de perception d'évolution, et les allers-retours entre les époques, que ce soit la période antiquisante ou la période modernisante, on est vraiment sans cesse en train de jouer comme ça. Alors, par rapport aux coiffures, je pense à la coiffure de Rhaenyra lors de ses fiançailles, avec vraiment cette coiffure à la romaine, hein, qui est très datée, qu'on retrouve sur des sculptures, etc. Donc, on va avoir ces allers-retours. La seule différence, moi, que j'ai vue par rapport à Game of Thrones, qui se passe après, c'est cette utilisation du corsetage dont fait l'économie du coup dans House of the Dragon, mais ça va presque avec le fait que certains personnages ne vieillissent pas, hein. Il y en a qui sont ils ont un élixir de jouvence très très efficace. On ne vieillit pas Matt Smith, je pense. Voilà, il y a ça aussi. Voilà, ni Kristen, ni Sir Kristen. Tout à fait. Voilà. Ouais, c'est plutôt sur Kristen que c'est le plus gênant, en fait, parce Oui. qu'à la limite, bon, ceux qui sont adultes au début, parce qu'on a Rhaenys et Corlys non plus qui sont pas changés, pas particulièrement vieillis ou quoi que ce soit. Bon, Viserys, mais Viserys, c'est autre chose. Oui. Ça peut passer parce que bon, Oui, c'est un voilà, vieillissement c'est léger. vrai que des adolescentes à des femmes adultes, plus de changements, mais ouais, Kristen, je pense qu'ils ont manqué quelque chose. Parce que, par exemple, Domina, il y a aussi un saut dans le temps de 10 ans, je crois, ou quelque chose dans le genre. Et ils ont changé tout le casting principal, pour le coup. Hein, il n'y a pas eu de Octave Auguste, les personnages même qui gravitent autour des personnages principaux sont changés. Et c'est peut-être ce décalage entre des personnages qui changent et d'autres qui ne changent pas qui a participé à la brouille en fait de cette temporalité où en fait on sait plus trop ce qui se passe. Après, le fait de pas changer de mode, ils ne le font pas massivement en 170 ans. Effectivement, ils ne le font pas non plus en 15 ans, en 16 ans.
Non, ce serait des Mais en codes. fait, Conception classique, hein, Oui, quelque tout à part, fait. ça, Ouais, ça ouais, rejoint clairement. cette idée du Moyen-Âge. Bien sûr. Global. Ce Moyen-Âge global. Et, Ouais, l'histoire aussi, je dirais même en général, parce Oui, que de l'histoire. Oui, mm, de l'histoire. C'est un des trucs auxquels on s'échine toujours avec nos étudiants et étudiantes, c'est à leur expliquer que 2 siècles, c'est 2 siècles, et que 2 siècles entre 1000 et 1200, c'est pareil qu'entre 1800 et 2000. Ça, exactement. Quand dans leurs intros, ils commencent en disant la première croisade, tel Charlemagne lançant, et puis en fait, c'est sur la première croisade, tu leur dis, c'est comme si tu commençais une intro en disant tel le duc de Richelieu, Emmanuel Macron a Ouais, fait. c'est Et en ça. fait, l'écart temporel, c'est comme si dans nos têtes, il se réduisait. ouais. Et ça va avec l'idée vraiment d'une accélération de l'histoire aujourd'hui, quoi. On a l'impression que l'histoire, elle va plus vite aujourd'hui, Ouais, c'est ça. Hein. donc qu'avant, ça allait plus lentement. Il y a des bouquins d'Hartog très bons là-dessus. C'est vraiment ouais, un biais de perception majeur. Les gens étaient plus petits et puis. oui, voilà. Et nous, alors, comme on est aussi dans le milieu de la reconstitution historique, souvent, on se heurte à des questions de « Ah oui, mais on n'est pas à 100 ans près. Ah oui, mais on n'est pas à ça près. » Et des fois, on dit « Oui, ben voilà, ce serait comme être, je sais pas, des kalachnikovs dans les mains de… » Voilà. Et les gens ont cette impression qu'on peut jouer… Enfin, le passé, c'est le passé. Voilà, le passé, c'est un gros magma et on brasse comme on veut, quoi. Mais c'est un C'est exercice. aussi, Vas-y, excuse-moi. c'est aussi en partie lié à des réalités scientifiques. On voit bien, par exemple, que quand on travaille sur les temps préhistoriques, les fourchettes de temps se Ah, c'est pas calculent les mêmes. au mieux en millénaires, si c'est en dizaines de millénaires, quand tu disais entre 20 000 et 42 000 avant Jésus-Christ. Donc il y a aussi cette idée-là que plus on approche du présent, plus on va pouvoir et devoir dater un document à l'heure près, parce que bah voilà, une photo d'Hiroshima à un jour près, ce sera plus du tout pareil. Mm. Alors que dans l'Antiquité, cette idée que plus on s'éloigne, plus le temps il serait dilué en quelque sorte. Ah ouais. Mais d'ailleurs, on le voit, par exemple, quand on voit toutes les reprises de l'histoire romaine dans les fictions, notamment en fantasy, c'est que l'histoire romaine, c'est à peu près 1000 ans, hein, globalement. Hein, si on va de la fondation de Rome à la fin de Rome comme capitale de l'Empire, c'est un petit peu moins que le Moyen-Âge, mais c'est pas loin non plus. Et en fait, on a souvent des éléments qui sont repris et qui sont mélangés. On va voir le légionnaire romain, alors que celui qu'on a vraiment en tête dans Astérix, il est beaucoup plus tardif. C'est pareil pour les gladiateurs, c'est pareil pour pareil, la mode, la femme romaine, on va reprendre celle pour laquelle on a souvent cette représentation, le premier siècle avant, premier siècle après, en fait. Donc c'est un joyeux mélange entre tous ces modes-là qui est riche hein, pour effectivement comme matériau à utiliser et qui participe aussi à cette idée de mélange temporel en un bloc, c'est romain, quoi. Voilà. Ouais, c'est des conventions. En fait, c'est un challenge pour un costumier d'arriver à antidater une mode de quelques années dans un univers fantastique. Ah ouais. Waouh, je pense qu'il n'y a que. Ce serait vraiment une maîtrise et une prouesse d'arriver à faire incarner ça à l'écran pour donner suffisamment de code aux gens en très peu de temps pour qu'ils comprennent qu'il y a une espèce d'antidatation. Finalement, c'est comme dans The Crown, la série ne supporterait pas qu'on revoie un personnage qui était déjà jeune 10 ans avant et qu'on revoit comme Cole, comme Sir Criston réapparaître exactement comme il était 10 ans avant. Ça choquerait la continuité temporelle et les gens feraient des remarques là-dessus. Mais comme là, cet univers-là participe d'une espèce de globalité médiévale floue, c'est comme si ça choquait moins. Je pense que le costumier s'est moins impliqué dans cette cohérence-là, où il a eu moins voix au chapitre. De nouveau, Michael Clapton avait beaucoup plus de pouvoir sur cette influence-là et a certainement vu ça comme un challenge. Mais c'est très dur de dire aux gens, voilà, d'inventer les pattes def en fait, dans l'univers de Game of Thrones en disant, voilà, ça c'est vintage. Et à partir du moment où vous voyez ça, ça veut dire que c'est dans le passé. Et après, 60 ans après, si vous le revoyez, c'est du vintage. Enfin, c'est très complexe. Mais c'est intéressant comme challenge. Mais dans la réalité du cinéma et des séries aujourd'hui, c'est très, très difficile. De même qu'on a une simplification, mais qui s'explique vraiment par des contes narratifs sur le paysage linguistique. Ouais. C'est pareil, on ne peut pas par définition faire parler les personnages de House of the Dragons dans un langage qui serait 170 ans avant celui de Game of Thrones, sinon on ne comprendrait rien.
ça, c'est une espèce un peu quand même de convention, quoi. On va dire, c'est bon, Ouais. tout le monde parle l'anglais contemporain et puis ça va, quoi. C'est vrai que c'est l'accent du Berry dans toute la série. Non, mais moi, je veux voir la robe pas de def, hein, par contre. Ouais. Ah oui, Voilà. Je note l'idée. Non, mais c'est vrai que pour revenir sur la question des langues, Florian, que tu évoquais, on a des programmes qui font des tentatives pour marquer une évolution, pour marquer cette différence, cette étrangeté de la langue. Typiquement, hein, c'est ce que Vikings a proposé de façon ponctuelle, mais pour marquer un petit peu cette altérité. On pourrait avoir une tentative comme ça, symbolique au début, pour marquer ça. Bon, c'est pas le choix, mais en même temps, et tu l'as bien rappelé aussi, il n'y a pas d'anachronisme puisqu'on n'est pas dans l'histoire. Voilà. Donc, effectivement, et encore une fois, à partir du moment où on met des dragons, on ne va pas chercher. Voilà. Même si les dragons en pattes d'éléphant, j'avoue que. Nous, en plus, en tant que francophone, on perçoit un peu si on a l'habitude, mais les accents anglophones, on est moins sensible à ça à la VO. Mais par contre, pour avoir des copains figurants et des gens natifs qui nous en ont parlé, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui ont l'accent écossais ou du nord de l'Angleterre, qui est toujours synonyme un petit peu de old school ou vieille. C'est souvent assimilé au Moyen Âge ou Il y a au un côté un détriment peu des rustre. Écossais, hein. Voilà. Oui, qui s'en plaignent, mais ça reste une espèce de. Côté rustique, Le terroir. qui intéresse le casting et qui veut caster des acteurs qui soit savent faire cet accent, soit c'est leur accent naturel. Et donc, Graham McTavish ou d'autres ont cette facilité dans Outlander ou bien dans House of Dragons à de temps en temps avoir une espèce de phrasé à l'écossaise. Et ça plaît à l'écran, mais les Écossais n'aiment pas du tout. Tu m'étonnes. On a le Valyrien hein, dans la saison 1, quand même, on en a pas mal en plus. J'ai vraiment été étonnée qu'on en ait à ce point-là. En plus, ils en ont fait une utilisation narrative. Hein, c'est pas juste pour le décor, c'est vraiment pour souligner les Terriens, voilà, on sait parler, on est dépositaire de cet héritage. Et pour souligner aussi la proximité, le lien entre Daemon et sa nièce. Donc c'est intéressant, il y a quelques petites chansons aussi qui sont intéressantes à regarder. Ah oui, puis les enfants bâtards qui n'arrivent pas à bien étudier la langue. C'était un peu rigolo quand même. Encore une fois, c'est intéressant sur la langue, il y a eu quand même des choses, tu as raison. Et c'est bien, c'est que ça nous laisse pas mal de matière à creuser aussi pour des prochaines réflexions, parce que je pense que même si on ne sait pas a priori combien de saisons on aura sur House of the Dragon, je sais qu'on en a une deuxième qui est en préparation, mais alors on a c'est officiel. La deuxième est officielle. Martin aimerait 4. Ryan Condal ne s'est pas prononcé sur le sujet, mais a priori on est plutôt sur du 3 ou 4. Bon, ça nous laisse quand même un petit peu de marge. De toute façon, on prolongera aussi, parce qu'il y a pas mal de ces discussions qu'on va avoir, en tout cas peut-être différemment aussi, sur The Rings of Power, parce que la question des accents, voilà, dans l'univers associé à Tolkien, les elfes parlent un anglais britannique voilà, de la haute société, on va dire, et les nains ont un accent écossais. Voilà, qui a été bien mis en avant aussi dans la série. Donc, je pense que ça fait partie des questions qu'on pourra creuser. Je voulais en profiter parce que je pense que dans tout ce qui a été dit, je pense que je peux j'espère pouvoir en conclure que avec House of the Dragon, on a une tragédie antique, mais régie par un autoritarisme moderne qu'on veut faire passer pour de la barbarie médiévale. Bravo. Mais voilà, et où on voit aussi, et vous l'avez tous montré à chaque fois, à quel point la fiction se nourrit de la fiction, parce qu'on a non seulement ces imaginaires historiques, mais on a aussi tout ce qui est entretenu par les représentations, par les séries, par les tableaux, par toutes ces autres productions qui font qu'on se retrouve, et je reprends l'expression de Soline, face à un patchwork historique, mais également donc culturel et audiovisuel, qui va peindre ce fameux Moyen-Âge de fantaisie, qui est en fait parfaitement uchronique, mais qui cherche à faire Moyen-Âge en convoquant simultanément toutes les époques et en fait aucune à la fois. Donc c'est quand même assez fascinant de voir comment ces différentes époques mêlées
parviennent à faire dans l'imaginaire suite à tout ce qu'on nous produit et tout ce qu'on nous livre sur ces films et ces séries historiques, à donner l'impression du Moyen-Âge, alors que, et vous l'avez bien montré, ça fait dialoguer et se confronter aussi très souvent ces imaginaires historiques. Je vous laisse un mot de la fin. Avez-vous quelque chose que vous n'avez pas pu placer et que vous voulez absolument évoquer avant qu'on puisse conclure cette première session? Déjà, merci. En fait, ce qui est bien aussi avec cette série, c'est au-delà du plaisir de regarder, c'est de prendre le temps d'en discuter et en fait de la faire revivre parce que, limite, on aura passé plus de temps à parler de la série qu'à la regarder. C'est toujours sympathique pour déjà au-delà de l'aspect amical, mais voilà, d'avoir toute cette émulsion et ces analyses autour d'aspects un peu plus, on va dire, universitaires ou intellectuels. Donc, ça, c'est possible grâce à tout le monde. Donc, je voudrais juste dire merci. Voilà. Alors, du coup, un grand merci aussi parce que c'est toujours extrêmement passionnant de pouvoir continuer à vivre au-delà du visionnage à l'écran une passion pour une série. Moi, j'aimerais revenir sur le fait que ces séries, que ce soit Game of Thrones, que ce soit House of the Dragon et même The Rings of Power, elles sont hautement critiquées. Il y a plein de gens qui vont dire « Ah, c'est nul ». C'était pas ça, ça aurait pas dû être fait comme ça, ça va pas, etc. Ça reste une œuvre de création. Il n'y aura pas de version parfaite parce qu'on a toutes et tous notre envie personnelle d'une version qui nous plairait. Et ce qui compte finalement avant tout, c'est tout ce que ça convoque justement comme réflexion au-delà de l'instant du plaisir. Si on peut mettre un peu moins d'émotion et juste regarder ça comme une œuvre de création et ensuite prendre un petit peu de recul encore et apporter toute la richesse que ça peut susciter d'échanges et de partage. Voilà, moi, c'est ça qui compte pour moi dans ce genre de série. Voilà. Comme elle a dit des merci, je vais remercier personne parce qu'elle l'a déjà fait. Mais évidemment, je vous remercie tous. Et alors, je jette une bouteille à la mer. En fait, on préparait une exposition sur les dragons entre histoire et fiction. Bon, ça ne se fait pas au lieu prévu à l'origine. Donc, si jamais il y a des gens qui ont des idées de lieux, de musées ou qui ont envie simplement de s'associer ou de nous aider à porter un projet, eh ben, en fait, il n'y a jamais eu d'exposition sur les dragons à la fois sur l'histoire et sur la fiction, où on retrouve à la fois des objets de films et de séries et des objets anciens historiques. Et on pourrait très bien le faire en France, dans un endroit du patrimoine ou dans un musée. Ça convoquerait énormément de public, des fans de séries. On pourrait y faire des journées d'études ou des tables rondes comme celle-ci. Ça serait extrêmement intéressant. Donc, voilà, c'est une bouteille à la mer comme une autre, mais si jamais ça... Dans vos réseaux, Voilà, activez. mais pensez à nous. Avec plaisir. Bien, je termine. Merci beaucoup évidemment à Justine pour la modération, à mes co-intervenants, intervenantes, puis à tous les participants, participantes pour être venus aujourd'hui. C'était très stimulant, c'était très intéressant. Si moi je dois terminer sur un mot de la fin, c'est que évidemment c'est des œuvres de pure fiction, c'est du divertissement, c'est bien, je suis d'accord de ne pas l'oublier, de ne pas y mettre plus d'enjeux que ça n'en mérite. Moi aussi quand je vois les gens s'écharper sur ça, il y a des sujets plus graves. Et puis pour tous les gens qui disent mais à quoi ça sert de travailler comme ça vraiment en historien, en historienne sur ces séries, c'est que ça construit des imaginaires historiques. Encore une fois, ça fabrique des choses et à leur tour, ces imaginaires, ils inspirent, ils façonnent, ils structurent nos esprits à nous, quoi. Ce Moyen-Âge gris, sombre, terne, très sombre, très violent, c'est le Moyen-Âge qui va inspirer les futurs historiens et historiennes dans les 15, 20, 30 prochaines années, par rapport auxquels ils vont se positionner, que ce soit pour le déconstruire, l'interroger, le reproduire. Donc, ce n'est pas inintéressant quand même de faire ce travail un peu d'archéologie pour avoir conscience de la nature du champ dans lequel germent des graines. Et sur ce, je m'arrête. Et je vous donne rendez-vous, Justine l'a dit, du coup, en janvier. Effectivement, merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup Aurélie, Soline, Nicolas, Florian, et merci à toutes toi. et tous de votre présence.
Je remercie aussi les groupes que vous représentez et que nous représentons. Donc, Modernité médiévale, La Garde de nuit, alors les geekstoriens qui sont avec nous en entièreté et Actuel Moyen-Âge. Voilà, merci à toutes et tous. On se retrouve, pour celles et ceux qui le souhaitent, bien entendu, le 14 janvier prochain, ça sera l'après-midi, pour parler des postérités de J.R.R. Tolkien dans The Lord of the Rings of Power, et pour continuer cette question de la représentation du Moyen-Âge et de l'histoire en général, parce qu'on a bien vu qu'on ne peut pas découper l'histoire en tranches et que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et à la fois beaucoup plus intéressant. Donc, merci à toutes et tous. Passez une bonne journée et à très bientôt pour continuer de parler du Moyen-Âge. Oui, Aurélie ? Si je peux juste finir, comme la session a été enregistrée, vous retrouverez, alors ce sera sur la chaîne YouTube de la Garde de nuit, nos différentes interventions, a priori en découpé, voilà, mais ça va sortir progressivement. Voilà. Super. Merci beaucoup Aurélie, on vous tiendra bien entendu au courant sur les réseaux sociaux et sur les différents sites des participants pour diffuser tout ça. Donc à très bientôt et bonne journée à vous. Bonne journée. Bonne journée, merci à tous.